Bonsoir et merci d'être venu à cette nouvelle soirée sur la thématique des frontières. Et grand pardon aux quelques personnes qui sont venues en imaginant qu'on parlerait de Berlin aujourd'hui. Il y a eu une inversion entre les soirées. La soirée Berlin était effectivement initialement programmée pour ce soir et elle a été reportée au 18 mai, lundi 18 mai. Voilà. Donc nous accueillons ce soir Laetitia Turat qui travaille depuis très longtemps sur la thématique des frontières. Elle a démarré très jeune dans la photographie, mais ce sont des études d'arabe qui ont été ses premiers pas à l'université. Et elle a rejoint ensuite l'université de Paris 8 pour préparer un master 2 en esthétique et histoire des arts plastiques et de la photographie. Elle mène donc depuis une dizaine d'années un projet photographique et audiovisuel sur la mise en scène des frontières, leur invisibilité ou la mémoire des parcours migratoires. Sud-Liban, Mexique et États-Unis, Maroc et Melilla, France et Espagne de 1939, pour une création qui a reçu le soutien du CNAP. Nous verrons donc une grande partie de ces travaux dans les instants qui suivent. Dans le prolongement de son travail photographique, Laetitia Turat intègre désormais des récits et vient de réaliser un long métrage documentaire avec Hélène Crouzilla, Les Messagers. Ce film vient de sortir la semaine dernière, donc j'en parle un tout petit peu pour vous inviter à aller le voir. Il est actuellement présenté à l'Espace Saint-Michel et des séances sont prévues avec des rencontres, notamment ce jeudi, lundi et mardi prochain à 19h30, je crois. Laetitia Turat est actuellement en résidence au Musée de l'Histoire de l'Immigration pour réaliser entre autres un court-métrage qui sera le second volet de son travail sur la retirada des républicains espagnols en 1939, dont il sera question tout à l'heure. Elle a rejoint le collectif photographique Le Bar Floréal en 2010. Son travail a été exposé dans de nombreux centres d'art et festivals en Europe. Mois de la photo à Paris, Festival aller-retour au musée Albert Kahn, Festival de cinéma de Douarnenez, les Photonales de Beauvais, Biennale des arts visuels de Liège, etc. Et au Mexique, au Centre culturel de Tijuana et au sein du réseau des Alliances françaises. Sa série Line Watch a reçu en 2006 le premier prix du festival Voix Off à Arles et a fait l'objet de publications. Et pour terminer cette petite présentation, Laetitia Turat intervient régulièrement dans le cadre d'ateliers artistiques, notamment auprès de publics marginalisés et particulièrement en milieu carcéral. C'est quelque chose que tu pratiques depuis un certain nombre d'années. Michel Lussot est géographe, professeur des universités à l'École normale supérieure de Lyon, membre du laboratoire de recherche du CNRS Environnement-Ville à l'Université de Lyon. Dans son travail, il analyse les modalités de l'habitation humaine des espaces terrestres à toutes les échelles et en se fondant sur l'idée que l'urbain mondialisé constitue le nouvel habitat de référence. Parmi ces très nombreuses publications, je citerai le Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés avec Jacques Lévy, réédité en 2013, Habiter, le propre de l'humain avec Thierry Pacaud et Chris Younes en 2007, L'homme spatial, la construction sociale de l'espace humain en 2007, De la lutte des classes à la lutte des places en 2009, L'avènement du monde, essai sur l'habitation humaine de la Terre en 2013. En relation avec la thématique de notre soirée, je citerai également le numéro 63 de la revue Hermès consacré aux murs et frontières qu'il a dirigé en 2012 avec Thierry Pacaud. Il est l'un des cofondateurs et éditorialistes de la revue Tous Urbains, au PUF. Parmi ses plus récentes responsabilités, il a coprésidé avec Paul Chemetov le conseil scientifique de la consultation internationale Un Paris pour le Grand Paris, en 2008-2009. Il a assuré le pilotage scientifique du groupe Métropole française et mondialisation de la démarche Territoire 2040 que la DATAR a conduite entre 2010 et 2012. Il préside depuis 2009 le conseil scientifique du PUCA, le plan urbanisme, construction et architecture, qui est l'organisme de recherche du ministère de l'écologie et du développement durable. Depuis 2011, il est également le président du centre d'architecture et d'urbanisme Arc en Rêve à Bordeaux. Et parmi ses nombreuses responsabilités institutionnelles, je dirais aussi qu'il a été président de l'Université de Tours, président de l'Université de Lyon. Il est le directeur de l'Institut français d'éducation depuis 2012 et président du Conseil supérieur des programmes depuis 2014.
Et je n'ai pas tout dit pour vous présenter. Chora Makaremi est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et docteur en anthropologie de l'Université de Montréal. Elle a été chargée de cours en maîtrise d'études internationales à l'Université de Montréal. Elle est actuellement chargée de recherche au CNRS, à l'IRIS, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, sciences sociales, politiques, santé. Ses travaux portent sur l'anthropologie de l'État, les formes juridiques et ordinaires de la violence et l'expérience qu'en font les sujets, notamment en situation d'exil. Elle a enquêté et écrit sur les frontières et l'expérience des migrants dans le monde contemporain, les régimes migratoires dans l'Europe contemporaine. Elle a coordonné plusieurs ouvrages sur les contrôles migratoires en Europe, dont l'ouvrage Enfermés dehors, enquête sur le confinement des étrangers aux éditions du Croquant en 2009. Elle s'intéresse également à la manière dont l'écriture cinématographique a traité le thème de la frontière, et elle co-anime un séminaire à l'EHESS sur le cinéma et les sciences sociales, un séminaire qui est cette année justement consacré à la thématique des frontières, un séminaire qui s'intitule Frontières, passage. Ces thèmes de recherche portent également sur la violence d'État dans l'Iran post-révolutionnaire. En 2011, elle a fait paraître chez Gallimard le cahier d'Aziz, au cœur de la révolution iranienne, à partir d'écrits laissés par des personnes de sa famille. Chora Makaremi donne un éclairage particulier sur la naissance de la République islamique et le régime de terreur et d'oppression qu'elle a instauré. Chora Makaremi travaille actuellement à un projet de film documentaire sur la notion politique de disparition à partir du cas iranien. Auteur de nombreux articles scientifiques, elle est membre du comité de rédaction de la revue Culture et Conflits, membre du comité scientifique du réseau Terra et membre du comité éditorial de la revue Altérité, revue d'anthropologie du contemporain. Laetitia, je te laisse la parole et on commence tout de suite par l'une des 3 séries que tu vas nous présenter ce soir. Merci. Merci Aude. D'abord, je commence par vous remercier, Aude Maté et la Cité de l'Architecture pour cette invitation, et également Michel Husseau et Chora Makaremi d'avoir accepté cet échange. Donc, je vais vous montrer 3 séries ce soir. Comme l'a rappelé Aude, donc en tant que photographe, je m'intéresse à ces frontières, des frontières qui se caractérisent par des dispositifs de sécurité massifs depuis une dizaine d'années, et aussi à ceux qui traversent ces frontières. Pour une photographe, alors les frontières, c'est un peu un sujet où il y a beaucoup d'enjeux. C'est un espace qui est surinvesti ou qui donne lieu à une grande production d'images, et où les questions de visibilité et d'invisibilité sont centrales. Donc je vais axer cette présentation autour de ces notions-là. Et en même temps, il y a une situation assez paradoxale, puisque on a des frontières qui sont ultra visibles, qui sont elles-mêmes relayées, dont les passages sont relayés par donc une grande production d'images, mais qui en même temps génèrent l'invisibilité, notamment l'invisibilité des migrants. Donc moi, c'est particulièrement par cet angle-là donc, que je vais vous proposer ces 3 séries ce soir. Donc la première série a été réalisée sur la frontière du Mexique et des États-Unis entre 2004 et 2006. Évidemment, ce n'est pas un travail qui, à la base, est destiné à être projeté. Je le dis parce que, en tout cas, pour certaines de ces séries, la notion d'échelle a vraiment son importance. Donc, c'est des images qui font entre 70 cm et 1 mètre, enfin, qui fonctionnent beaucoup par diptyque et triptyque, vous vous en rendrez compte. Donc, quand j'y vais en 2004, l'opération Gatekeeper a été lancée en Californie donc, depuis 10 ans, en 1994. Et officiellement, cette opération-là a été montée pour dissuader les migrants de franchir la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donc, je commence par me rendre à Tijuana. Tijuana, donc on est à l'ouest, la ville la plus à l'ouest du Mexique, sur la frontière. Et sur cette plage, donc où la barrière plonge, comme vous le voyez, dans la mer. Je me rends compte, donc je suis allée sur cette plage-là vraiment les premiers jours de mon séjour à Tijuana,
Et au fur et à mesure, je me rends vite compte que, en fait, sur Tijuana, il y a une espèce de parcours du visible comme ça qui fait un peu un parcours obligé et qui donne lieu à des figures que tous les photographes vont prendre à un moment donné. Donc la plage en fait partie. De l'autre côté de la ville, à l'est donc de Tijuana, l'autre bout du mur s'arrête, comme ça. C'est-à-dire qu'au moment donné où il n'y a plus personne pour regarder cette frontière, puisque les zones, là on arrive dans une zone qui n'est plus habitée, le mur s'arrête. Donc je reviendrai sur cette chose-là. Donc déjà deux choses. En fait, quand je travaille sur ces frontières-là, c'est important pour moi aussi de regarder les frontières, à quelle production d'images elles donnent lieu et pourquoi ces frontières-là fascinent tellement les photographes et deviennent une figure comme ça photogénique extrêmement puissante avec tout ce qu'elle peut porter aussi finalement de symbolique un peu facile par toutes les oppositions claires qu'elle peut mettre en scène, le passage de la légalité à l'illégalité, la zone de non-droit, du droit au non-droit, etc. Donc, et auxquelles sont associées également des figures et des figures répétitives. Donc autour de ce mur-là, ce mur-là va donner également lieu à des scènes emblématiques autour de moments attendus comme l'arrestation du migrant, qui en est une, ou des scènes où on va attendre le passage qu'un migrant va sauter le mur. Donc c'est des scènes qu'on voit beaucoup, qui sont attendues et recherchées aussi dans ce qu'on attend de voir, en tout cas dans une certaine circulation d'images, sur ce type d'espace. Donc voilà, je me dis qu'autour de cette frontière-là, il y a une mise en scène et que cette mise en scène-là, juste en voyant les deux bouts de la frontière sur l'espace d'une ville, ça me parle de l'idée d'un spectacle. Et qui dit spectacle, donc dit mise en scène et dit répartition des rôles. Donc sur cette frontière du Mexique et des États-Unis, je m'attache essentiellement à cette notion, à cette idée de mise en scène. Et au décor donc de ce spectacle-là, à quoi ressemble cette frontière, comment elle se matérialise et qu'est-ce qu'elle met en scène. Et donc, finalement, je suis une démarche un peu topographique. En suivant mon fil conducteur a été les points de passage donc non officiels pour les personnes donc, qui ne peuvent emprunter les passages autorisés, les checkpoints, et qu'ils soient des points de passage qui vont réellement permettre de passer de l'autre côté ou pas. Mais en tout cas, je m'appuie sur ces endroits-là. Et donc, je vais d'un endroit où la frontière est ultra visible à un endroit où elle disparaît et où il y a des passages. Donc finalement, il y a très peu, c'est des images où il y a très peu d'images de migrants, même si c'est effectivement vraiment la question migratoire et sa représentation qui m'intéresse et dont il est question. Donc j'essaye d'aborder la frontière dans quelque chose qui est le quotidien, l'ordinaire. J'attends pas qu'il se passe quelque chose de spécifique. Je ne suis pas dans la recherche d'un moment exceptionnel. C'est l'ordinaire. J'ai envie de montrer cette frontière comme étant d'abord, une frontière, c'est d'abord une bande de terre. Alors je vais revenir un petit peu sur le fondement et la matérialisation donc, de ce dispositif-là, Gatekeeper, qui, je rappelle, donc, a été lancé officiellement pour dissuader les migrants de franchir la frontière. Et donc elle se matérialise d'abord par tout un ensemble de dispositifs qui a pour vocation d'être visible et d'être visible pour être vu. Donc on met en place une frontière intelligente, je cite, qui signifie également une certaine militarisation de la frontière, avec, sur cette photo, on voit bien une rangée de murs successifs, le déploiement de 10 000 agents,
sur les 3200 km approximativement que fait la frontière. Line Watch, donc le titre de la série, c'est un mot qui a été fabriqué par la Border Patrol justement pour désigner toutes les activités qui ont pour objectif de surveiller la frontière. Donc on voit bien là les... J'essaie de retrouver, voilà, les différents murs. Il y a 3 murs à cet endroit-là. 1, 2... Et là, derrière les lumières, il y en a également un autre. Donc il y a la création de routes spécifiques qui sont destinées donc à l'usage de la Border Patrol, avec des techniques de surveillance, dont l'une s'appelle sign cutting, et qui consiste donc à détecter et interpréter les perturbations du terrain. Donc voilà le réseau de routes qui est donc exclusivement réservé au contrôle des passages. Donc là, je vous montre quelques images qui ont été prises à la tombée de la nuit. Et ce qui m'intéresse donc, c'est vraiment ces lumières et ces projecteurs qui sont placés exactement à l'endroit, dans l'espace scénique, où en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est ils surexposent exagérément le moment du passage. Le moment du passage de celui qui va être à ce moment-là considéré comme une figure illégale. Et ça contraste évidemment avec ce qui reste dans l'ombre au sens propre comme au sens figuré dans le parcours du migrant. C'est-à-dire avant le passage, on est dans le noir total, après effectivement également aussi. Et l'histoire de la traversée, avec tout ce que ça peut comporter en termes de lenteur, de parcours, de durée, également n'est pas de l'ordre du visible. Donc voilà, là c'est un peu pour montrer comment finalement la mise en scène de la frontière, cet espace-là, construit également des figures politiques de la frontière, et que c'est déjà dans le lieu que vont se forger ces figures de l'illégalité et de l'identité de l'immigrant comme un criminel. Et donc il y a toute cette notion-là en américain, j'ai vraiment un anglais, un accent terrible, donc un illegal alien, cette notion-là, qui a une connotation idéologique très forte. Là, on passe de l'autre côté de la frontière, à San Isidro, donc c'est la banlieue de San Diego. Et tout ce quartier-là, en fait, n'existait pas avant l'avènement de l'opération Gatekeeper. Donc, en fait, il a été construit, donc c'est un quartier très résidentiel, et le discours qui a été mis en place autour de la construction de ce quartier-là, c'était le retour à une zone de droit après... voilà. Les petites lumières qu'on voit derrière les maisons, en fait, ce sont les lumières de la frontière. Donc, il faut vraiment s'imaginer ce quartier-là adossé, collé, vraiment au sens propre, à la frontière, dans tout ce qu'elle peut avoir de spectaculaire. Et je m'y arrête un petit peu parce que en même temps, c'est très symptomatique. Ce quartier-là renoue en fait avec toute l'histoire de Tijuana, qui est une histoire très particulière puisqu'elle s'est fondée à la fin du 19e siècle. Et en fait, elle ne s'est développée qu'à mesure, comme l'envers de San Diego. San Diego étant donc la ville américaine, la ville idéale, sûre, propre, etc.,
Et Tijuana incarnant l'espace du possible, de tout ce qui était impossible à faire à San Diego, et donc était la ville du vice en fait, et du cauchemar. Donc même pour l'intérieur, les Mexicains de l'intérieur du pays, là il y a la leyenda negra des Tijuana, la légende noire, qui incarne donc cet espace-là qui est vraiment une mythologie fondatrice, quoi. Donc, un agent de la Border Patrol. Moi, je ne vais pas m'y arrêter plus que ça, mais il y a aussi tout l'imaginaire derrière donc, du Far West avec donc l'épopée de la conquête de l'Ouest, de la frontière qui se déplaçait à l'Ouest. Il y a une espèce de glissement de sens qui se fait entre la frontière qui avant était défendue donc, par les agents de les anciens de la Border Patrol qui, elle, a été fondée en 1924, qui maintenant défendent la frontière au sud, et qui s'inscrivent dans cette mythologie-là également. Donc là, on s'éloigne des zones habitées. On est à peu près à 60 km de Tijuana. La frontière se fait de plus en plus discrète, en tout cas sa manifestation visible. Donc là, il n'y a vraiment qu'un bout de tôle. Là, on est à Mexicali, donc c'est toujours un petit peu plus loin. Et en fait, on est déjà aux États-Unis. C'est le canal Todo Americano, et c'est des enfants mexicains qui jouent à cet endroit-là. Donc, on est sur le territoire américain. Les petites choses que vous voyez là, les petits panneaux, c'est des petits panneaux qui sont destinés aux migrants. Donc là, on est déjà à des endroits, à quelques heures de marche d'une route. Et donc, c'est des panneaux de sensibilisation au danger, en gros. Des traces de pas. Voilà, dans le désert, la frontière est juste là. Là, c'est ces petites choses-là qui symbolisent de temps à autre la frontière. Donc ces images, elles ne sont pas très séduisantes. Hein. Les dernières, en tout cas, elles ne sont pas évidentes. Et pourtant, elles m'intéressent, je pense, certainement plus que les premières, puisque je trouve que c'est là où se lit vraiment en creux toute la dimension symbolique du dispositif de la frontière, et là où il y a effectivement une vraie alternative en termes de passage pour les personnes qui veulent passer de l'autre côté et qui ne peuvent pas le faire à partir des checkpoints. Et ces brèches, elles renversent également pour moi la croyance d'une forteresse qui serait gardée, puisque derrière ce dispositif-là, donc qu'on met en place à l'endroit où il peut être vu et il peut être regardé, il y a l'idée qu'il faut se protéger et qu'on est donc une forteresse menacée. Et donc voilà, ces brèches-là qu'on découvre dans des lieux donc non habités et hors du regard, juste confirment l'idée que le dispositif, il existe pour rassurer l'opinion. En tout cas, quand on le met au regard des objectifs qui s'affichent de dissuader le passage des migrants, ces objectifs-là ne sont pas du tout, clairement pas atteints, puisque les passages ne sont pas évidemment arrêtés. Je vais passer un petit peu vite sur la série suivante, qui est le prolongement de ça. Donc, El Cerro, c'est la montagne. Et en fait, quand je demandais aux personnes par où elles étaient passées, les personnes que je pouvais rencontrer à Tijuana, elles m'indiquaient toujours, voilà, El Cerro, une espèce de direction. Et donc, là, on revient un petit peu donc, à l'est de Tijuana, juste après la deuxième photo que je vous ai montrée où le mur s'arrêtait, on est dans ces montagnes-là. Donc là, il n'y a plus de frontières.
Et on est dans un passage, dans une marche. Voilà, donc là, je suis dans la marche. Où il n'y a plus de limite, mais on retrouve quelques traces de passage. Voilà les petits panneaux dont je vous parlais tout à l'heure. Donc quand on est là, on est déjà à plusieurs heures de marche d'une ville, et donc on trouve ce panneau qui dit n'expose pas ta vie aux éléments, ça ne vaut pas la peine. Mais donc évidemment, quand on est là, on y est déjà. Oui, là c'était juste pour vous montrer ici, parce que ces images-là, en fait, elles reconstituent. Voilà, elles ne sont pas vraiment destinées à être vues en projection comme ça. Et donc elles reconstituent en elles-mêmes une autre image de la frontière, quoi, celle du fond. Voilà. Bon, je dois commencer cet exercice toujours délicat, qui ne consiste pas à commenter, mais plutôt, si j'ai bien compris la consigne, à réfléchir au double sens du mot, ces photos et ce que ces photos peuvent dire par rapport à un travail, donc pour moi, de géographe qui est en particulier préoccupé par l'analyse et la compréhension de ce que j'appelle les expériences de transspatialité, c'est-à-dire toutes les expériences si importantes dans nos vies au quotidien qui consistent à franchir, puisque j'étais amené par mon travail sur la réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'habiter le monde contemporain, à montrer à quel point dans la vie au quotidien, et pas simplement d'ailleurs quand on est migrant, même si ce soir on va s'occuper de cette expérience particulière dans l'expérience générale de la transspatialité qu'est la migration, nous sommes de plus en plus amenés à franchir des seuils, des sas, des limites, des portes, des murs, des frontières, des dispositifs matériels et immatériels qui nous permettent de passer d'un état à un autre, d'un endroit à un autre, et que sans qu'on y prenne tout à fait garde, alors là encore, la migration est une expérience particulière à l'intérieur de cette expérience générale, ces expériences de transspatialité marquent nos vies au quotidien. Et donc c'est cette transspatialité en tant qu'expérience qu'il m'intéresse de documenter, d'analyser, de tenter d'expliquer. Et par rapport aux 3 séries qu'on va regarder ce soir, ou 4, enfin, je ne sais pas si c'est 3 séries ou 4, ou peu importe d'ailleurs, par rapport à ces séries que nous allons voir, j'avais organisé ma réaction en trois moments, donc j'espère que ça va coller. Là, ça va, pour l'instant, tout va bien. Et d'abord, je voulais commencer par dire qu'il n'y a pas de dispositif spatial qui puisse exister sans spectacle et sans histoire. Le géographe l'assure. C'est-à-dire, le propre même d'un dispositif spatial, c'est d'être spectaculaire, c'est d'être spectacle. Il y a un devenir spectacle de tout dispositif spatial qui est absolument évident. C'est quelque chose qu'on connaît bien quand on étudie l'architecture, quand on étudie l'urbanisme, la science du paysage. Mais on peut aller au-delà. Le dispositif de la frontière, il n'a de sens qu'en tant qu'il est spectacle, en tant qu'il est embrayeur de récits et d'histoire. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, Laetitia, à la fin, en disant, bon, finalement, à quoi sert la frontière? Sans doute pas à atteindre les objectifs qu'on croit, c'est-à-dire les objectifs de limitation, voire d'arrêt de la migration clandestine. Et vous dites très justement, la frontière sert à rassurer, hein, je vous cite, c'est bien indiqué que le dispositif spatial de la frontière, il est d'abord iconographique, narratif,
c'est une scène, c'est un spectacle. Et ce qu'on recherche, c'est la performativité de ce dispositif, c'est son effet de performance, ce qu'il nous permet de feindre, de croire, ce qu'il nous permet d'imaginer, en étant bien assuré d'ailleurs, parce que je crois que personne n'est dupe. C'est le propre du spectacle, non, hein? Personne n'est dupe que pendant ce temps-là, l'immigration clandestine continue, mais on feint de croire, on feint de penser que quelque chose dans l'ordre de l'efficacité est installé par ce dispositif. Quelque chose de tout à fait fascinant, là nous sommes à des cas limites, en quelque sorte, mais il y a bien d'autres exemples que nous pourrions mettre sur cette table et en images et discuter. Mais arrêtons-nous un peu à celui-ci. Ce qui est frappant, et je trouve que ça se voit bien dans cette série, c'est que autant la frontière se voit, autant le passage se masque. C'est quand même tout à fait étonnant. Et même vous, en tant que photographe, vous êtes en quelque sorte pris dans ce jeu de l'omniprésence visuelle de la limite et de la disparition du passage et du passant qui apparaît latéralement, fugacement, vu de dos. Et en même temps, il y a cette photo très intéressante, ces photos très intéressantes où vous montrez ce jeu d'éclairage là, de la scène, et qui est très intéressant parce que là, on voit même que le passage s'aveugle, hein, est aveuglé par la lumière, une sorte de paradoxe qui est tout à fait étonnant, d'un endroit soumis à la lumière crue des spotlights, mais cette lumière, en quelque sorte, fait disparaître même le passage, qui n'apparaît plus qu'à travers le dispositif lumineux qui est censé l'empêcher. Donc il y a quelque chose de tout à fait étonnant dans cette mise en scène-là. La traque, en revanche, se documente. La traque se montre. Le Border Patrol est cet équivalent de celui qui jadis, vous l'avez très bien dit, poursuivait l'outlaw, celui qui était en dehors de la loi, qui tentait d'échapper, qui fuyait. Donc on documente la traque par les routes. Cette citation que vous avez montrée, hein, qui est très intéressante d'ailleurs, hein, on voit des traces, on ne voit pas le passage, on n'en voit que des traces. On suit jusqu'à temps qu'on ait l'impression que le tracé a pris d'autres véhicules qui lui permettent d'aller plus vite que celui qui traque, ou alors on l'arrête. C'est-à-dire la traque, cette fois-ci, se raconte, se documente. L'arrêt sur image du moment où on peut saisir les migrants, il y a une iconographie, je pense que vous la connaissez mieux que moi, extrêmement abondante de cela, qui a été une iconographie d'ailleurs plutôt médiatique. Hein. Dans certains États, ça faisait le bonheur des gazettes, hein, et des gouverneurs. Une iconographie abondante de ce moment d'arrêt, le moment où la traque finalement est significative, où cette fois-ci, regardez, on vous l'avait bien dit, là encore, mise en spectacle de quelques moments qui ne remettent pas en question le fait que l'immigration clandestine, d'ailleurs est-elle si clandestine que ça, je crois même qu'il faudrait réinterroger les catégories, elle est sans doute hors la loi, mais elle n'est absolument pas clandestine. Je fais un petit détail, mais tout près d'ici, on a exposé récemment le travail de Teddy Cruz, hein, architecte guatémaltèque, qui travaille justement sur Tijuana et sur la manière dont les habitants de Tijuana peuvent devenir les concepteurs de leur propre projet de réhabilitation de leur habitat. Et le travail de Teddy Cruz commence d'abord par objectiver toutes les circulations de personnes et de matériaux de part et d'autre de la frontière, au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est très intéressant dans le travail de Teddy Cruz, c'est qu'il montre à quel point la notion même de clandestinité est curieuse, puisque finalement tout le monde le sait, tout le monde est capable de le documenter, et on voit bien encore une fois qu'on est dans l'ordre du spectaculaire, qu'on est dans l'ordre du dispositif qui veut raconter une histoire à laquelle il faut feindre de croire, pour pouvoir être tranquille, conforme à un certain nombre de choses qu'on estime justes.
Donc voilà, ce sont les quelques seules idées que je voulais, parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas être trop long, donc à chaque fois, donc pour que nous puissions ensuite discuter. C'était les réactions que votre première série de photographies m'évoquait sur ce mur partout et ce passage nulle part. Et puis quand même quelques mots peut-être en transition avec ce que j'essaierai de dire tout à l'heure pour votre deuxième sous-série dans la première série. Donc ces paysages de montagne, là où il n'y a pas de mur, mais ce qui est très émouvant dans cette série, c'est justement que là, on retrouve cette idée que seules des traces subsistent, de toutes petites traces, de tout petits chemins frayés par cette sorte de gibier étrange. Et je trouve que cette série est aussi très intéressante. Je fais du teasing pour tout à l'heure, parce qu'elle nous renvoie aussi à une autre dimension, trop souvent oubliée quand on parle de limites et de frontières, où on est obsédé par le mur, par la coupure. Elle nous montre finalement un espace qui a de l'épaisseur. Et ça, je trouve aussi que c'est une manière de se démarquer de l'image du mur qui est extrêmement intéressante. À vous. Merci beaucoup de me donner cette occasion de revoir ton travail et de réagir dessus. En fait, moi, la frontière mur, c'est vraiment parce que je suis intéressée par ton travail que j'ai été presque forcée de la regarder, parce que généralement, c'est une image que je n'aime pas du tout, parce qu'elle correspond absolument pas. Enfin, elle a quelque chose de spectaculaire et elle ne correspond absolument pas à l'expérience que moi j'ai de la frontière. J'ai fait une enquête de terrain, une ethnographie de la détention frontalière de la zone d'attente de Roissy à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc je suis rentrée dedans comme assistante juridique et j'ai travaillé plusieurs années là-bas. Et j'ai essayé de comprendre quel est ce dispositif-là. Et moi, la frontière que je voyais, c'est une frontière épaisse, une frontière zone dans laquelle on habite, une frontière point dans un réseau de circulation et d'aéroports, donc réticulaire, une frontière liquide, puisque les maintenus en zone d'attente transportent leurs conditions étant à la frontière, donc n'étant pas encore arrivés en France, sur le territoire, quand ils vont à l'hôpital, au tribunal, etc. Ça glisse sous leurs pas, et à chaque loi, ça glisse de plus en plus sous leurs pas, la frontière devient plus liquide. Donc cette frontière liquide, réticulaire, zonale, me paraissait loin de la frontière ligne, de la frontière mur, par laquelle généralement on conceptualise la frontière territoriale d'une part, et d'autre part cette souveraineté, cet attribut de la souveraineté de l'État et du pouvoir, qui est de pouvoir contrôler aux portes du royaume qui rentre et qui ne rentre pas. Et en fait, j'étais très contente d'avoir l'occasion de regarder ces images-là dans leur dimension répétitive, dans leur dimension de je ne vais pas chercher à faire autre chose, mais à être là et à scruter ce qui se montre, parce que ça m'a rappelé quelque chose, en fait, que j'aimerais justement, qui est ce sur quoi j'aimerais réagir. C'est que ce soit cette frontière que tu as dit entre le Mexique et les États-Unis, ou bien la zone d'attente que moi je connais, c'est des frontières qui sont très chères, une espèce de potlatch, ça coûte des milliers et des milliers à l'État par jour, des centaines de milliers. Et comme tu le dis aussi, c'est pas forcément, c'est de la fabrique, c'est une machine à fabriquer des sans-papiers, mais ça n'étanchéise pas le territoire contre les passages, comme vous l'avez rappelé. Et donc du coup, moi ça m'a fait penser à autre chose. C'est de me dire, et pour ce autre chose-là, finalement, ça m'a fait penser à une réflexion de Simone Weil, de la philosophe Simone Weil, qui justement, elle était allée elle s'est engagée dans la guerre d'Espagne. Donc là, elle a un autre lien avec un autre de tes sujets. Mais elle a réfléchi à un moment sur le pouvoir avec un petit peu son bagage marxiste et puis son bagage aristotélicien dans les années 30. Et ce qu'elle dit, c'est donc si on considère que le pouvoir, donc si on considère que ces frontières-là, c'est le fait de dire qui passe et qui ne passe pas, c'est un moment où l'État a emprise sur les individus. On est dans ce moment-là du pouvoir. Si on accepte que le pouvoir est un phénomène qui a des lois,
on accepte du coup que c'est un phénomène qui est limité forcément. Donc c'est comme si le pouvoir se heurtait, elle dit, c'est comme si le pouvoir se heurtait comme à un mur infranchissable, puisque c'est un phénomène observable et que comme tout phénomène, il est forcément limité. Or, elle dit, le pouvoir a ceci de particulier qui cherche toujours à dépasser ses propres limites, à dépasser les limites dans lesquelles il s'exerce. Il a une espèce d'aiguillon qui le pousse comme ça à toujours s'étendre au-delà. Et elle dit, et en voulant contrôler au-delà, en voulant dépasser les limites dans lesquelles il peut s'exercer, ce pouvoir engendre du gaspillage, du désordre et de quelque chose comme ça de très désordonné. Et en fait, donc du coup, et moi, enfin, c'est une réflexion qui m'intéresse beaucoup puisqu'elle me donne un outil pour penser justement ce potlatch de la frontière qu'on voit notamment en zone d'attente et sur tes frontières à toi. Et donc du coup, la question que je me pose, c'est et si cette frontière que tu nous montres n'était pas la manifestation du pouvoir de l'État, et si elle était la représentation de son impuissance, de ce désordre qu'engendre la l'hubris, enfin l'espèce de désir de l'État de prendre contrôle sur ce qu'il ne peut pas contrôler, et qui est justement aller au plus près des circulations individuelles. Et donc du coup là, le concept de spectacle, la notion de spectacle, tout à coup, et le spectacle du pouvoir change de sens. Et ça, je m'en suis rappelée en fait en regardant à la fois la façon dont tu joues le jeu du spectacle, tu nous le transmets, mais un spectacle, mais un mur troué, des murs justement qui sont et donc peut-être qu'entre ces trous et ces murs, il y a quelque chose qui est dit et qui moi m'intéresse beaucoup plus que la frontière comme mur ou le mur comme symbole de la frontière. Merci à tous les deux. Je ne sais pas si on continue, on revient après. C'est parce que ça donnerait lieu aussi à d'autres discussions. Je mélange dans les trucs. Donc là, on va partir donc, au Maroc et à Melilla. Donc Melilla, qui est donc cette enclave espagnole située sur le territoire marocain. Donc c'est un travail pareil que j'ai fait sur plusieurs années, qui a pris plusieurs formes, donc entre 2007 et 2012. Qui, au départ, l'idée, donc, c'était de continuer à poursuivre les réflexions et les images faites au Mexique en allant voir ce qui se passait en amont de la frontière. Qu'est-ce qui se passe pour des personnes qui vivent donc, qui cherchent à passer donc cette frontière européenne par Melilla. Donc c'est la seule, avec Ceuta, la seule voie d'entrée sur le territoire, sur l'Europe à partir par voie terrestre et du continent africain. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui sont donc dans une situation qui n'ont pas d'identité juridique sur le territoire marocain, qui sont en situation de transit? Qu'est-ce qui se passe pour elles? Donc on est dans une situation de blocage qui peut durer de quelques mois à plusieurs années, plus souvent de plusieurs années. Et donc on s'est intéressé à la question de la disparition symbolique, c'est-à-dire de la disparition de ces personnes dans l'espace public, mais aussi à la disparition physique que peut générer ces frontières-là par la disparition des corps, par la mort et par la disparition des corps. Je dis « on » puisque c'est aussi un travail que j'ai en partie fait avec Hélène Crozilla, notamment pour la partie des entretiens, et que ce travail-là, donc, qui a duré, a donné lieu à plusieurs formes. Là, je vais vous montrer une sélection donc, de photographies et d'entretiens, mais également un film, donc Les Messagers, comme le rappelait tout à l'heure Aude, où je ne m'étendrai pas dessus.
Donc, par rapport au Mexique, ces frontières-là sont évidemment très petites puisque les deux enclaves font à peine 10 km, hein, le mur fait à peine 2 km. Mais par contre, donc c'est là où se joue tout le contrôle des frontières européennes qui sont externalisées ici. Et donc qui produit cette mise à l'écart. Le fait qu'on met au banc des villes, les subsahariens pour la plupart, mais il y a aussi d'autres personnes, d'autres communautés qui sont présentes, qui viennent d'Asie. En tout cas, elles ne sont pas visibles dans l'espace public. Donc c'est la frontière. Hein. Vue à travers un écran de surveillance. Donc dans mon idée première, j'avais envie, contrairement à ce que j'avais fait au Mexique, d'aller cette fois-ci m'intéresser à la question du portrait, du lieu et du portrait et du visage. Sauf que là aussi, c'est un autre enjeu du point de vue photographique, puisque photographier et rendre visibles des personnes qui précisément ont tout à risquer à être visibles et qui sont donc dans une stratégie de camouflage pour des questions de survie, c'était pas possible. Et donc il y a eu tout un temps de défrichage du terrain, de compréhension du terrain. Donc j'ai commencé à appréhender cet espace-là par la frontière est du Maroc qu'elle a avec l'Algérie, qui est une frontière fermée, et donc sur laquelle on ne peut la passer que de manière clandestine. Et il a fallu un certain nombre de séjours pour finalement pouvoir rentrer en contact avec les personnes et comprendre surtout là où il fallait être dans ces espaces en amont de la frontière pour qu'une rencontre soit possible. Voilà, donc finalement, il fallait que je trouve une manière de parler de cette situation de mise à l'écart, de blocage, de ce qu'elle peut engendrer en termes de déplacement contraint. Concrètement, ça veut dire comment on fait 500 km quand on ne peut pas se déplacer, quand on ne peut pas prendre le bus. Voilà, donc on arrive à ce type d'image-là, auquel, là, j'ai associé un travail plus conséquent d'entretien, donc réalisé avec Hélène Courzilla. Et en fait, ces récits-là, et ce qu'ils pouvaient raconter de ces façons, ces usages du territoire, ont déclenché des prises de vue. Donc là, on est sur les rails. Donc c'est des rails qui traversaient avant qui passaient la frontière entre l'Algérie et le Maroc, qui sont aujourd'hui qui ne servent plus à rien, mais qui par contre sont un des repères, sont un des signes grâce auxquels donc les migrants qui sont face à une violence extrêmement forte de la part de l'État marocain au Maroc, et donc il y a des rafles et des déportations qui se passent à cet endroit-là. Les rails sont un repère pour revenir vers la ville d'Oujda et se déplacer. Les lignes électriques aussi. Et donc on aborde des lieux qui sont absolument, toujours comme au Mexique, absolument pas spectaculaires, mais qui constituent dans l'expérience migratoire des points phares et une culture. Donc, c'est-à-dire que ces lieux-là, je ne m'y serais absolument pas arrêtée, hein, c'est un joli paysage, si on ne m'avait pas raconté que voilà, les lieux d'expulsion, c'est quoi vers Oujda? Eh bien, on parlait régulièrement de smelly water, les eaux sales, parce que ça pue à cet endroit-là, de Gala, parce qu'il y a un hôtel dont on voit les lumières la nuit électriques bleues qui s'appelle comme ça. Et donc, c'est ces lieux-là à travers lesquels, moi, je peux appréhender ces usages. Et à un moment donné, forcément, donc, quelques extraits d'entretien, je me retrouve un peu en porte-à-faux par rapport à ce que j'avais envie de dire et aussi aux limites de l'image, puisque évidemment ça ne me suffisait pas d'être là aussi sur cette question juste du territoire, et donc vient ce travail d'entretien qu'on a mené.
et autour duquel on a développé, donc, je crois que vous l'avez vu, j'ai inversé, l'idée sur cette culture des traversées et de passage, donc vraiment par voie terrestre, j'insiste, puisque c'est une culture qui est très particulière à ces passages par voie terrestre, qui constitue un patrimoine, une culture et un patrimoine. Enfin, en tout cas, c'est autour de cette idée-là qu'on a travaillé ce travail. Donc, c'est des images qui sont malgré tout, malgré l'absence, complètement chargées de la parole de ceux qui traversent ces lieux. Là, on a Neima, un autre lieu phare dans ces passages-là, à cause de cette usine de cimenterie, et qui fait que, en fait, il y a une voie ferrée secondaire qui vient desservir cette usine-là, et que donc, pour se rendre de Oujda à Rabat, donc plus de 500 km, on va jusqu'à Neymar, donc 60 km à peu près de Oujda, pour attendre le train de marchandises, l'arrêt du train de marchandises et monter dans le train. Takadoum à Rabat, donc c'est un autre lieu symbolique dans l'installation des communautés migrantes. Là, je vous montre toute une série d'images qui s'appelle La vie nue, sur ce que les migrants appellent les tranquillos, donc les abris. Ça s'appelle aussi le Kosovo ou les Chabola. Donc il y a tout un travail aussi qui se fait autour de ces vocabulaires qui donc fait partie de cette culture. Le Ali, c'est le militaire marocain. Et donc là, c'est tranquillos, c'est des camps, hein. Des camps qui se constituent de fait comme le résultat de cette mise à l'écart et qui fonctionnent exactement de la même manière dans leur principe que des camps semi-ouverts comme il peut exister dans les enclaves espagnoles ou les centres de rétention administrative ici. En tout cas, c'est la même logique qui préside dans cette espèce de mise à l'écart d'étrangers dits indésirables et qui effectue ce tri des personnes du fait d'être étrangères. Donc ces images-là, que je passe un petit peu rapidement sur les tranquillos, elles ont été faites pendant 5 ans. C'est une sélection, je veux dire, c'est les mêmes types d'images que j'ai faites pendant 5 ans sur 3 endroits principalement, Oujda, Tanger et Melilla. C'est des haltères. C'est la ville de Tanger qu'on voit au fond. Alors là, c'est un texte toujours de JP qui explique comment on fait des échelles pour franchir la frontière, la barrière.
Donc une autre image de la barrière, c'est la barrière cassée en 2008 parce qu'il y avait eu des pluies très abondantes et qui avaient ébranlé les fondations de la barrière. Alors ces petits signes là qu'on voit, ces petites bouteilles de plastique, en fait ce sont des abreuvoirs qui ont été déposés par des agents de la Guardia Civile cette fois-ci pour les oiseaux. Alors, j'ai pas le temps de développer vraiment tout ce qu'on a construit autour de cette idée de disparition. Et là, on arrive progressivement dans la disparition physique. Puisque donc ça a été vraiment l'axe final de notre travail. Au départ, quand on commence donc ce travail, on est sur cette idée de mise à l'écart et que de disparition symbolique. Et puis peu à peu, tous les récits qui nous sont faits nous parle de la perte d'un être, d'un compagnon dans les parcours. Et donc c'est finalement aussi un lien entre tous ces parcours, c'est la question de la mort. J'essaye d'être le plus synthétique possible par rapport à ça. La question de la mort et de la disparition, on l'a vraiment traité dans le film dont je vous parlais, Les Messagers. Là, je vous montre juste en fait une évocation de cette disparition physique avec un triptyque donc d'un bateau échoué. Là, ces 3 images qui ont été prises en Tunisie sur les plages à Zarzis, dans le sud de la Tunisie. Donc une embarcation qui a finalement échoué. Le filet qui fait office de linceul, puisqu'en fait, on est aussi face à cette question de la mort, dans la disparition des corps. Où sont les corps qui donc ne sont pas, qui disparaissent dans la mer ou à la frontière? Et là, c'est donc une fosse commune, toujours à Zarzis, à 10 km de la ville, où ont été gérer des corps que les courants de la Libye, en fait ça correspond au départ qu'il y a eu des côtes libyennes en 2011, au moment des événements en Libye, et que donc les courants ont ramené sur les plages de Zarzis. Et donc il a fallu, en tout cas la décision qui a été prise, c'était de gérer ces corps et de les enfouir dans la terre, puisqu'on est vraiment dans une histoire là de tabou, hein, enfin, voilà, où sont les corps? Donc ça a été le moment où on avait une des réponses qui nous avait été donnée et une des réponses possibles à ce moment-là. Donc nous, on y est allé en 2012, donc après la chute de Ben Ali. Évidemment, des choses comme ça, c'était absolument impossible et inenvisageable d'accéder à des endroits pareils qui pourraient exister ailleurs. Ça a été, enfin, je vous passe les détails, mais c'était extrêmement compliqué d'aller sur ces lieux-là. Je vous passe 2 séries d'images, toujours sur cette question de la disparition. Une série de tombes, alors qu'on a envisagé au départ, c'est les premières morts, entre guillemets, qu'on a rencontrées, des tombes qui ont été donc dans les cimetières, des cimetières notamment chrétiens, mais pas seulement, dans les villes marocaines. Et on était assez surprise de la fragilité de ces tombes-là, puisque voilà, là, il y avait qui dit tombe, dit enterrement, dit sépulture, mais pour autant, il y avait une autre disparition en train de se faire du fait de la fragilité des tombes. Voilà, comme on voit, la perte des noms, quand il n'y a plus de nom, il n'y a plus de mort, quoi. Parce que la question de la mort et de la disparition et de la sépulture, c'est évidemment la question du deuil. Et sans tombe, il n'y a pas de deuil. Pour faire un raccourci. Donc pareil, c'est des images qui ont été faites là en Mauritanie sur plusieurs années, en Tunisie.
y a des histoires autour de chacune de ces tombes. Hein. Là, on est à Oujda, par exemple, et c'est un prêtre qui a procédé à l'enterrement de ces migrants-là en solidifiant, en donnant une vraie tombe, en carrelant ces tombes-là, mais ils n'ont pas été au bout de cette démarche-là en mettant les noms dont ils disposaient sur les tombes. Il n'y a pas d'explication à cette démarche. Et puis donc, il y a tous ceux donc, qui n'ont pas de sépulture et qui sont restés dans la mer. Et à un moment donné, donc, quand on travaillait sur le film, on a enregistré donc les récits de ceux qui disaient dans quelles conditions ils avaient vu disparaître quelqu'un. Donc là, c'est une espèce de... Je vous montrerai après la fin une image d'une installation qu'on a faite à partir des images des tombes et de ceux qui sont des disparus. Et dont on a enregistré le récit. Donc ça témoigne seulement de ceux que nous, on nous a transmis directement. Voilà. Et je terminerai ce travail avec l'évocation de quelques portraits, donc qui sont des personnes dont on avait enregistré le récit. Et voilà. Bien, allons-y donc. Juste peut-être un détail tout à l'heure, j'ai été très sensible à la citation de Simone Weil, philosophe importante qui a beaucoup travaillé sur le pouvoir et qui évidemment, à partir de ses réflexions des années 30, 34 je crois, va construire ce qui petit à petit l'amènera à écrire dans l'urgence de ces derniers mois le livre absolument étonnant qui s'appelle L'enracinement, dans lequel justement elle définit le déracinement aussi comme un résultat de la volonté totipotente ou omnipotente de certains types de pouvoirs d'État. Je le dis parce qu'il y a eu une grande tradition dans les sciences sociales et la philosophie de critique des pouvoirs en général et du pouvoir d'État en particulier, qui ne pense jamais à Simone Weil. Et il se trouve que comme je viens d'une famille philosophique et politique où la critique du pouvoir d'État était traditionnellement importante, je ne manque pas une occasion de rappeler qu'on peut avoir une approche critique des pouvoirs d'État, avec des vraies œuvres solides et consistantes qui nous permettent de penser les limites de ces pouvoirs. Donc merci d'avoir rappelé l'importance du travail de Simone Weil. Dans ce que vous venez de nous montrer, il y a deux choses qui me paraissent très, très fortes. Et je commencerai peut-être par la fin, c'est-à-dire en partant de ce que vous montrez sur les morts et les disparus. Et ça fera écho à ce que vous avez dit tout à l'heure, qui était très juste. Dans le spectacle de la puissance que la frontière nous montre, il y a toujours quelque chose qui le menace. On pourrait dire que le spectacle de la puissance est toujours hanté par le spectre de l'impuissance. Et ce fantôme-là, c'est justement le migrant. Ce qui me frappe, c'est le caractère fantomatique du migrant. Ce migrant qui hante les lieux de frontière, et vos photos le montrent, montrent les traces de ce fantôme, par définition, sauf dans Shakespeare et dans quelques mauvais films hollywoodiens, on ne voit pas les fantômes. Mais cette présence-là, elle est très sensible. Enfin, en tout cas, je trouve que dans votre photo, il y a quelque chose de toujours à la fois crépusculaire et fantomatique. Évidemment, un certain nombre de
de ces fantômes renvoient à la fois à des gens qui ont réussi à passer, mais qui se sont évaporés, qui ont disparu, et dont il reste quand même quelque chose. On y reviendra. Et puis, il renvoie à ce que vous dites très bien à la fin et que vous montrez magnifiquement, aussi à des complètement disparus, des morts au monde. Et ce que vous montrez sur les tombes est très émouvant, et moi, m'a fait penser à plusieurs travaux photographiques que j'avais pu voir et plusieurs pèlerinages que j'avais pu faire dans les lieux de la Première Guerre mondiale, par exemple, ou de la Seconde Guerre mondiale, autour de tous ces disparus aussi des guerres, de tous ceux dont on n'a plus de traces, même pas parfois le nom, puisqu'on sait en particulier en 14, il y a énormément de soldats qui restent inconnus. Et il y a quelque chose de très fort dans cette parentèle, je trouve, dans cette parenté entre ce que vous nous montrez là et certains types de fosses où l'on a enterré des soldats sans nom, de certains cimetières où on n'a pas pu documenter qui était présent. Et tous les cimetières militaires ne sont pas des lieux de la puissance et de l'allégorie et de la victoire ou de la défaite. Il y a aussi beaucoup de lieux étranges, notamment aussi des cimetières concernant par exemple les troupes françaises de l'Empire, toutes les troupes coloniales qui ont été engagées sur les lieux de conflit en 1914-18, qui ont payé un très lourd tribut et dont les sépultures ont un statut très étrange et très ambigu. Très peu montré en fait, très peu dans les circuits touristiques, vous voyez des cimetières de guerre. Donc il y a quelque chose, un cousinage là entre ces disparitions qui moi m'a troublé. Je ne peux pas forcément en dire beaucoup plus, mais puisque nous sommes là pour cette sorte de discussion à bâton rompu, je voulais simplement dire que ça m'a troublé. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de me poser une question de quelle guerre ces migrants sont-ils les victimes, hein, de quelle guerre, peut-être au pluriel d'ailleurs, ces migrants sont-ils les soldats inconnus, les disparus dont on escamote jusqu'à y compris les sépultures, ce qui est quand même une question en termes de dignité humaine, enfin quelque chose d'assez terrible, je trouve, d'assez terrifiant. Je trouve que là, votre série, elle est très, très forte pour ça. Et puis, elle est aussi forte pour autre chose, qui est que, comme je le disais tout à l'heure, on a souvent tendance à se représenter ou à se présenter, je ne sais pas comment il faut le dire, la frontière. Je dis présenter ou représenter parce que moi j'ai un vrai problème avec la représentation, mais ça serait une autre discussion. Se présenter la frontière comme une ligne. Et vous montrez bien en fait que la frontière c'est un entre-deux. C'est ce que j'appellerais un laps de temps, pour jouer sur le mot. Un laps, c'est le vieux fond français qui veut dire l'espace. Un laps de temps, ça veut dire un espace de temps. Donc ce que j'appellerais un laps de temps d'expérience, et vous le dites très bien, une expérience de franchissement dont il faut mettre en avant qu'elle demande à ceux qui en font l'expérience ce que j'appellerais dans mon vocabulaire des compétences de spatialité tout à fait remarquables. Et là, vos citations sont extraordinaires, enfin vos récits sont extraordinaires. On voit bien que ces migrants sont des géostratèges, à la fois totalement démunis et extrêmement riches de compétences et de subtilités. C'est quelque chose qui, pour moi, confirme l'idée que tout acteur est un acteur spatial géostratégique majeur. Et j'insiste, pour ne pas être trop long, en particulier sur le fait que, bien sûr, dans ces compétences, moi j'en définis 5 ou 6 dans mon travail, mais peu importe, on n'est pas là pour ça. Il y a l'importance de savoir franchir, de savoir parcourir rapidement, mais vous montrez beaucoup de choses et vous collectez beaucoup de propos qui renvoient aussi à une compétence pour moi tout à fait essentielle, qui est la compétence d'emplacement, savoir trouver sa place. La bonne place, la tenir. À un moment, quelqu'un dit « on la tient, c'est notre patrimoine », ce qui est très fort. Savoir tenir la bonne place, c'est pour ça que j'ai écrit un livre sur la lutte des places, parce que je trouve que c'est aussi symptomatique de la société contemporaine. Être migrant, c'est être engagé dans une lutte des places
Et on retrouve ça aussi dans les lieux de rétention, dans les camps, etc. C'est être engagé dans une des places qui est tout à fait décisive, puisque c'est à partir de cet emplacement qu'on va pouvoir, ou non, réussir le projet de migration. Et dans tout ce que vous montrez, y compris dans les habitats précaires, les réflexions sur comment constituer une échelle, savoir où dissimuler une échelle, savoir où se dissimuler soi. Il y a quelque chose de très fort autour de cette question de l'emplacement, des autres compétences bien sûr, et on a l'impression que dans cette expérience, on apprend des choses, et on apprend, et c'est peut-être là-dessus que je voudrais terminer, parce que ça fera aussi, j'espère, transition avec la 3e série, si je ne me suis pas trompé. On apprend une culture spatiale, et vous le dites, hein, une culture spatiale transmissible, peut-être, on verra ça peut-être dans la 3e série, une culture spatiale qui fait partie de soi, transmissible, et qui est peut-être, in fine, pour, nous le verrons peut-être avec les migrants espagnols, les migrants qui ont réussi, quelque chose d'important pour constituer une identité sociale, ou en tout cas une face d'acteur social qu'on peut aussi présenter aux autres. Donc moi, comme j'ai vu votre film Les Messagers, c'est vrai que je regarde forcément la série d'un autre œil, et je peux pas m'empêcher de faire référence au film. Deux choses en fait. Je pense que bon, c'est d'une grande beauté, et ce qui est d'une grande beauté, d'une grande force aussi, c'est votre geste. Ce qui est, enfin, cet effort qui vous a coûté quoi, 8 ans de travail, 7 ans de travail, d'essayer de rendre visible ce qu'on ne voit pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? C'est pas parce que c'est caché à notre regard, c'est parce qu'on ne veut pas le voir. Et qu'est-ce qu'on ne veut pas le voir? Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? C'est que des gens meurent dans nos frontières, que nos frontières sont devenues des espaces de mort. On recense uniquement en faisant la liste des articles de journaux, de ce que la presse rapporte, plus de 3500 morts depuis 2001, disparus dans la mer, 900 morts depuis le 1er janvier 2015. Il y a eu 400 morts dimanche, supposément, encore à Lampedusa. Donc, on a affaire à du déni au sens où les sociologues l'emploient dans une acception un petit peu freudienne de c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'a aucune envie de prendre la mesure de ce qu'on sait. On n'a aucune envie de tirer les conséquences de ce que pourtant on sait. Donc soit on fait semblant de ne pas le voir, soit on dit qu'on ne le sait pas, soit on dira plus tard qu'on ne le savait pas, soit on fait comme si l'information nous glissait dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et vous, là-dedans, j'aime énormément, parce que ça rejoint aussi moi ce que j'essaye de faire avec mon travail dans le langage, mais essayer de faire voir, de rendre visible ce qu'on ne veut pas voir. Et notamment, ce qui m'émeut le plus toujours, c'est les fosses communes et les tombes, parce que je trouve que là, vous allez jusqu'au bout de votre démarche, et vous allez mobiliser quelque chose. En tout cas, moi, c'est à ça que j'ai pensé, et c'est marrant que vous ayez cité les fosses communes des guerres, parce que c'est un texte que Freud a écrit à la fin de la Première Guerre mondiale, où il dit, sur la mort, où il dit, on a une espèce de respect pour les gens qui sont morts, comme s'ils avaient fait quelque chose de très difficile. Et j'ai l'impression qu'à bout de souffle dans votre film, au bout d'un moment, vous essayez, et donc aussi, parce que c'est dans ces photos-là, vous essayez de dire, bon, puisqu'on ne les respecte pas, puisqu'on est dans de la chosification, puisqu'on ne veut pas prendre conscience qu'on a mis en place un dispositif qui tue les morts, vous allez quand même les respecter, ça se respecte. Et donc, vous arrivez à susciter chez celui qui regarde ce respect très spécial qu'on a enfin pour les morts, qui ont fait quelque chose de très difficile. Donc, comme si tout ce très difficile-là qu'on refuse de voir, là, peut-être, enfin, on va le voir. Et je suis d'accord pour dire que ça, c'est ce qui fait sortir la lame du politique, dans le sens où ces enjeux-là, c'est pas on dit c'est des drames de l'immigration. Ce que vous montrez, c'est pas des drames de l'immigration, c'est des drames du contrôle migratoire. Et donc, on est dans un dispositif, et en fait, on a affaire, et là où on n'en est même pas encore à tirer les conséquences, mais juste ce à quoi on a affaire quand tu photographies ces télésurveillances de la Guardia Civile
dont l'objectif est à la fois de contrôler les frontières et de sauver les gens en mer, on a affaire à nos propres paradoxes. C'est que l'humanitaire, c'est devenu une façon pour nous de voir le monde. Donc, la mort est devenue une limite. On ne peut pas supporter que des gens meurent. C'est officiellement, en tout cas publiquement, insupportable. Et le sécuritaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter que nos frontières s'ouvrent. Donc on ne peut ni supporter de les voir mourir, ni supporter qu'ils circulent. Et donc on est pris dans cette chose-là. Et face à ça, vous avez appelé votre film Les Messagers, c'est-à-dire qu'ils portent un message. Et qu'est-ce qu'ils portent comme message ? Ils portent ce message de dire, voilà, les frontières sont une ligne de front politique. Pourquoi ? Parce qu'il y a le risque de mourir, on le prend quand même. On n'est pas dans le discours humanitaire de l'asile, je suis là pour sauver ma vie. Certainement, c'est des gens qui partent d'autres camps de réfugiés pour venir jusqu'en Europe. Donc, quand bien même ils ont fui des guerres, quand bien même ils ont fui des violences politiques, on est sur un voyage à plusieurs parcours, à plusieurs étapes, et ces migrants sont dans une perspective de « je viens ici pour avoir une vie meilleure ». Donc, je risque ma vie pour avoir une vie meilleure. Moi, ce à quoi ça me ramène, c'est à une action révolutionnaire. Risquer sa vie pour avoir une vie meilleure, c'est éminemment politique. Il y a un enjeu de vie et de mort, un contrôle, encore une fois, de l'État sur des actions de personnes, et l'enjeu de ce contrôle-là, c'est un enjeu de vie et de mort. C'est très rare dans nos démocraties qu'on en arrive sur cette ligne de front-là. Et la migration est une ligne de front comme ça. Les messagers portent ce message-là. Nous sommes des êtres politiques. Il se joue une guerre, en effet. Il se joue un enjeu politique immense qui met en jeu la mort. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que quand le révolutionnaire faisait ça dans une dimension collective, pour les autres, pour le groupe, dans un projet, une utopie, une perspective de futur, mais de société, futur rêvé, le migrant, lui, le fait, mais pour lui seul. Le migrant le fait, oui, il y a sa communauté derrière qui a payé le voyage, mais on est dans une trajectoire individuelle, on est aussi dans une trajectoire d'amélioration, mais d'amélioration individuelle de sa propre vie. Donc, pour moi, c'est absolument troublant, quoi. On est dans du politique, et pourtant on est passé d'une forme épique à la Frantz Fanon à une forme don quichotienne presque, que aussi un petit peu les photos révèlent. En ce sens-là, je salue encore une fois cet effort de nous faire partager un sensible qui peut-être, à force d'entendre et que les chiffres des morts augmentent, va nous amener à confronter ces paradoxes dans lesquels on a construit nos démocraties humanitaro-sécuritaires. Ouais, juste rapidement pour réagir, parce que j'ai pas le temps là de revenir effectivement, mais tu l'as redit sur toute la question de ces morts-là ne sont pas des accidents, ces morts-là arrivent comme conséquence d'un système politique qui met au centre effectivement le contrôle et qui génère de la disparition, qui génère ces morts. C'est pas une fatalité, c'est pas juste des accidents de parcours effectivement humanitaires comme c'est présenté. Et or la mort et l'enterrement, c'est vraiment un des fondements de notre humanité. Et donc refuser ce geste-là de l'enterrement, on est dans une situation, dans la déshumanisation totale. Voilà. C'est juste ce point-là de déshumanisation. Et la photo de la barrière, en fait, là où il y a le petit abreuvoir pour les oiseaux, que posent les agents de la Guardia Civile, pour moi, parle de ce déplacement d'une humanité qui ne peut pas s'exercer sur l'humain, puisque c'est à cet endroit-là de les barrières, c'est l'endroit où on expulse, où on tabasse, où on rejette. Et alors, on est complètement dans une zone de non-droit quotidiennement pratiquée. Eh bien, cette humanité-là, elle est déplacée sur l'animal. Pour moi, c'était une découverte extrêmement troublante, en fait, de voir l'agent qui était là, qui s'ennuyait fortement au moment donné où on était là, parce qu'il se passe souvent quand même pas grand-chose, en fait, et qui était en train de donner de l'eau, des petits oiseaux et de l'herbe aux petits lapins au milieu des barrières. Alors ça c'est un vrai... Enfin, bon. Et par rapport à ce que vous avez dit sur la Première Guerre mondiale, alors effectivement, moi j'ai été...
nourri, c'est pas le bon mot, mais bon, je n'en ai pas d'autres pour l'instant, des cimetières, en fait, effectivement, de la Première Guerre mondiale. Et un de mes premiers travaux, c'était autour des territoires marqués par la Première Guerre mondiale de Verdun. Et toute la question du monument, et notamment du monument de l'Arc de Triomphe au nom du soldat inconnu, tout le rituel qui a été mis en place pour choisir le corps de ce soldat inconnu et avoir la certitude que ce serait vraiment bien un corps inconnu. Donc il y a eu tout un processus qui est passionnant pour le choix de ce corps-là. Aujourd'hui, justement, quand on était donc face à ces collectes de récits, on se posait la question du monument. Et sauf qu'on n'en est pas là, puisque la guerre, cette guerre qui n'est pas dite, elle a encore lieu. Voilà, il y a 2 jours, il y avait 400 morts. Et donc, personne, à part quelques individus, à des endroits donnés, par leur propre initiative, n'est en mesure aujourd'hui de porter et de faire cet acte symbolique, mais extrêmement fort du monument, qui fait que déjà, c'est une première reconnaissance dans l'histoire de ce qui se passe. Ça change pas du tout. L'histoire du monument ne change absolument rien dans le déroulé de ce qui est en train de se passer dans ce système. Pardon, juste, est-ce que dans votre travail, il n'y a pas quand même cette idée, le mot n'est pas juste, pardonnez-moi, je n'en trouve pas d'autres, mais justement de faire monument, enfin de monumentaliser un peu cette guerre sans nom et ces victimes sans sépulture. Exactement, oui, bien sûr. Toute l'installation que je vous ai montrée là, en fait, à un moment donné, c'est que nous, on était chargés de ces récits-là, dont il fallait faire quelque chose. Et donc, cette installation était une tentative de faire monument, effectivement. Oui. C'est bien parce que ça va enchaîner sur la suite. Sur la 3e série, donc Il me laisse l'exil. Et donc, il s'intéresse précisément à l'exil à la transmission, plus exactement, de l'exil des républicains espagnols en 1939 lors de la retirada. C'est un travail qui pas vraiment fini, enfin qui est encore en cours et que je suis en train de développer le 2e volet en ce moment. Donc la retirada, juste pour mémoire, c'est le moment en 1939 où il y a à peu près 5000 personnes, des républicains espagnols, qui quittent l'Espagne, notamment par la Catalogne, au moment où Franco gagne Barcelone. À l'arrivée, le passage de frontière, donc dans les Pyrénées notamment, on trie les personnes et donc on entre dans cette logique de camp vraiment telle qu'on la connaît maintenant, avec l'installation de camps d'internement faits à la va-vite et installés, posés à même le sable tout le long des plages, notamment des Pyrénées orientales. Et en fait, cette histoire-là, moi je la découvre au moment du tournage donc, des Messagers à Melilla, qui est un endroit, une base d'ancrage très forte pour Franco, et où il reste toujours des traces du franquisme. C'est-à-dire qu'en 2007, donc en Espagne, tout récemment, je parle d'une histoire qui est en train de se dénouer maintenant, mais qui date donc de plus de 70 ans. En 2007, donc, il y a une loi, la loi de mémoire historique qui a été votée en Espagne pour défaire tout l'espace public des symboles de l'histoire politique du franquisme, en fait. Or, à Melilla, je tombe en plein centre de Melilla avec une statue de Franco qui est encore en place. Donc ça fait assez bizarre. Une autre statue à la gloire du franquisme et tout un quartier qui porte encore les noms des généraux les noms des généraux de cette époque. Donc cette rencontre-là, quelque chose que je mesurais absolument pas, en tout cas vu de France, et le fait de cette loi-là, donc, qui permet également, en plus de ce que je vous ai dit sur les symboles publics, d'ouvrir les fosses communes, puisqu'on estimait à 130 000 personnes le nombre de disparus dans les années de l'immédiate après-guerre, après la guerre civile espagnole,
pour les descendants, enfants et petits-enfants de l'exil espagnol, de récupérer la nationalité espagnole. En tout cas, quelque chose qui dit que cette histoire-là n'est absolument pas réglée et toujours conflictuelle. Il y a effectivement, donc j'ai envie de m'intéresser, et en faisant des liens entre ce que je pouvais voir au Maroc sur toute la question des camps, de l'usage du territoire, et justement sur cette question des disparus, et des deuils non faits parce que la société qui ne peut pas ou qui refuse de faire un travail de reconnaissance du récit des vaincus, ce qui est du récit des vaincus, et ben qu'est-ce que ça génère du point de vue 3 générations après? Et qu'est-ce qui fait que, voilà, 3 générations après, on est encore en train de brasser sur la guerre civile espagnole. Donc là, je parle de celle-ci, mais on pourrait faire ce travail-là sur d'autres histoires en France. Donc l'image de gauche, donc c'est le monument, le mausolée Valle de los Caídos près de Madrid, qui a été construit par Franco dans les années 50 par les prisonniers républicains et où est enterré Franco et Rivera également. Donc c'est un véritable mausolée avec une échelle complètement démesurée. De l'autre côté, donc de l'autre côté de la mémoire, hein, l'autre récit, en France, à l'emplacement de l'ancien camp d'internement d'Argelès sur la plage. Donc c'est un travail qui s'est articulé autour de lieux, les camps, comme je viens de montrer. Ça, c'est des lieux de passage, le col d'Arès, dans les Pyrénées. De portraits. Donc j'ai commencé à rencontrer les personnes. Voilà. Et en fait, l'idée, c'était d'essayer d'être dans cette construction de la mémoire. C'est vraiment la question, non pas de documenter une histoire qui, somme toute, très connue et très bien, qui a fait l'objet de nombreuses recherches, mais d'être, en tout cas sur le plan photographique, de rendre sensibles ces espèces de parcours de fabrication de mémoire avec des constructions qui donnent place à des images de différentes natures, donc celles que je viens de citer, et également des images d'archives. Bon, il y a des histoires, évidemment, sur chacun de ces portraits. Donc, j'ai commencé par des personnes, des témoins directs, qui sont très âgés, pour celles qui sont encore en vie. Il y a tout un travail aussi là d'entretien qui va avec ça. Alors, cette photo-là, la dame que vous voyez sur cette photo-là, c'est la même, c'est Madame Rovira. Et en fait, cette photo-là a été pour moi aussi très troublante puisqu'elle a été prise sur le camp d'Argelès par un ami du couple, mais en fait avec l'appareil photographique de Louis Rovira, du monsieur, et qui a caché son appareil photo pendant tous les camps où ils ont été internés, puisqu'ils ont également été à Rivesaltes, donc c'est lui à droite, et pendant toute la Seconde Guerre mondiale où il a été résistant. Et en fait, cette histoire-là, ce qu'ils avaient vécu, ils ne l'ont absolument jamais transmis à leurs enfants. En tout cas, ils l'ont fait quand déjà leurs enfants avaient entre 40 et 50 ans. Donc, c'était pour moi très symptomatique de ce qui était, comme tu disais, de l'ordre du déni de la société qui se renvoie forcément au niveau de la sphère familiale et intime. Et qui fait que, voilà, son appareil photo, alors c'est plus anecdotique, mais c'est complètement relié à ça, l'appareil photo avec lequel il a fait ces images-là, qu'il a pu conserver, et qui sont des images extrêmement, finalement, banales d'un jeune couple prise dans un camp d'internement, il cache encore son appareil photographique, quoi. C'est un secret, quelque chose il a l'impression d'être encore en danger s'il révélait l'endroit où il préserve cet appareil photographique. Et dans cette histoire de construction de mémoire, donc il y a toute la question des objets et des archives. Là, donc, on est aux archives départementales de Perpignan où sont conservées toute la liste des internés du camp d'Argelès et de celle de Rivesaltes.
Et donc, pour prendre la mesure de ce que veut dire, voilà, un petit extrait du travail d'un archiviste, qui donne l'ampleur en fait de ce travail de mémoire qui en même temps se fait de manière extrêmement artisanale et dans la durée. Avec aussi des objets qui commencent à être récoltés depuis quelques années sur les plages d'Argelès. Donc là, c'est des tubes de dentifrice qui étaient distribués, qui ont été collectés, mais qui n'ont pas encore du tout fait l'objet, ni cela, de recherches archéologiques ou historiques, quelle qu'elle soit. Et donc l'enjeu, c'est, en ce moment, on est donc encore dans une espèce de tension entre, d'un côté, tout ce travail-là qui vise à émerger d'une certaine période de silence et de déni, en tout cas d'essayer d'aller au-delà d'une mémoire qui pourrait être juste une mémoire communautaire ou militante, pour aller dans un récit national plus large. Et on aussi, voilà, entre ça et une prolifération, à l'inverse, de manifestations ou d'initiatives de part et d'autre, souvent émergeant d'associations qui aujourd'hui dont s'approprient les enfants et les petits-enfants, et qui sont, à l'inverse, dans une espèce d'excès. On est à la fois dans le silence et le bruit et la parole, quoi, donc, dans ce moment-là. Et je vais terminer avec Inès Hortensia et ce qu'elle raconte sur la mémoire. Parce que l'idée étant aussi de tendre vers une espèce de mémoire délivrée. C'est Édouard Glissant qui parle beaucoup de ça. Voilà. Alors, aussi vite que possible, puisque... peut-être d'abord juste parce que j'ai trouvé que ce que vous avez dit pour terminer tout à l'heure était très fort sur le caractère révolutionnaire en quelque sorte, enfin, de ces migrants, hein, leur figure de révolutionnaire, avec, voilà, à qui je tienne, figure spectrale, et avec d'ailleurs quelque chose que je crois assez juste, enfin tout à fait juste même, et qu'on pourrait transposer dans d'autres lieux d'affirmation révolutionnaire d'un nouveau style. C'est que jusqu'il y a peu encore, on faisait la révolution avec des idées et des corps, mais aussi avec des idées. Là, c'est la révolution du passant, en fait, du passage. On fait la révolution avec les pieds, si je puis dire. Et c'est quelque chose aussi de très fascinant, enfin de très troublant, de fascinant, un peu énigmatique. Mais je crois que vous avez eu vraiment raison d'y insister. Alors, la dernière série que vous nous montrez, moi, m'a intéressé parce que tout à l'heure, nous sommes partis donc de l'expérience du franchissement, hein, de cette expérience. Et je me suis posé la question de savoir si on pouvait la considérer comme une culture spatiale transmissible. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs un des aspects les plus fascinants des études migratoires contemporaines que d'insister sur les mémoires transgénérationnelles des migrations. Ce qui d'ailleurs, si on fait retour aux politiques, nous montre à quel point toutes les théories assimilationnistes, bon, il n'y a pas de pays où ça existe, ça, si, non? Toutes les théories sur l'assimilation, hein, les migrants doivent s'assimiler, sont des théories mutilantes, en fait, de mutilation. Puisque assimiler, c'est interdire à un individu de faire sienne une mémoire transgénérationnelle de la migration. Au motif que, dites-nous, ça fait quand même bien assez longtemps que vous êtes là. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé, moi, ce côté de mutilation très, très, très insoutenable, à partir de l'idée que on ne devrait justement pas faire mémoire de cela. Et je trouve que votre série là sur
la retirada est particulièrement exemplaire, puisque moi j'étais très sensible à ces photos de personnes qui l'ont vécu, parce que j'y voyais, et vous l'avez, c'est drôle, évoqué tout à l'heure, mais d'une autre façon, quand vous avez parlé de la frontière liquide, ce moment où l'individu porte en lui la frontière et son franchissement. Je dirais même ce moment où l'individu incarne la frontière et son franchissement, devient la frontière et son franchissement. C'est un peu ce que dit Ignace Hortensia à la fin, hein, d'ailleurs en le dénonçant un tantinet chez certains qui se pensent être tellement l'incarnation de cela qu'ils ne supportent pas que d'autres s'en emparent. Et je trouve ça très émouvant pour l'avoir moi-même vécu avec des personnes qui avaient, notamment de la guerre d'Espagne, voilà, ces personnes qui, ces logiques d'incarnation sans du tout verser dans une quelconque analyse religieuse, ces moments où les personnes s'emparent de quelque chose et l'expriment sans même avoir besoin de le raconter, c'est quelque chose, je trouve, d'assez mystérieux et une expérience, pour le coup, de rencontre tout à fait étonnante. Et vos photos le montrent très bien, ce qui n'est pas évident d'ailleurs, mais le montre très bien et j'y étais très sensible. Et du coup, ça m'amène à une dernière remarque qui est une forme de question. J'ai essayé de terminer à chaque fois sur une question. Dans quelles conditions, dans quelle mesure peut-on incarner la frontière et son franchissement en tant que culture transmise, c'est-à-dire quand soi-même on ne l'a pas vécu? Et là, on est au-delà même des mémoires transgénérationnelles, on n'est plus simplement dans la mémoire, mais dans son incarnation, dans le fait qu'on entend l'exprimer, l'emblématiser. Et je me posais cette question-là, et finalement, là, en regardant, je n'avais pas fait attention à ça, mais je ne sais pas si c'était visible sur votre site. Je ne crois pas, ou alors je l'ai mal regardé. Je vous prie de m'en excuser. Mais le Laurent D, là, dont vous parlez, voilà, j'ai trouvé la réponse. Oui, on peut. Il l'incarne. Il prétend porter le poids de tout cela, l'incarner. Et on retrouve le messager, c'est-à-dire il en est à sa manière aussi le messager. Et il y a quand même des choses étranges qui se passent dans la tête des humains qui font que petit à petit, on en vient à se considérer comme le dépositaire d'une expérience et l'expression d'une frontière disparue à jamais en tant que telle, mais qui doit continuer de vivre non pas seulement dans les archives et les traces, mais peut-être aussi dans et à travers le corps de ceux qui prétendent pouvoir justement continuer cette expérience d'incarnation. Moi, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps de réagir parce que si, alors très rapidement pour quand même laisser un peu de place au débat. Juste, je travaille sur ces questions-là et c'est très intéressant parce que je me suis mise à la photo pour ce projet-là. Et au film documentaire. Donc à un moment, interroger la trace, photographier l'objet, qu'est-ce qui reste, et est-ce que ce qui reste peut nous dire quelque chose de ce qui a été. C'est à un moment ça passe par l'image, même quand on fait de l'anthropologie. Mais par contre là où je suis très sensible à ce que tu dis, parce que c'est aussi moi un de mes points de départ, c'est ce double sentiment de c'est une histoire qui est secrète, c'est passé sous silence, et tout à coup quand on en parle, on en a trop dit, on le surexpose. C'est comme si on n'arrivait jamais, et ça c'est des choses qui arrivent, et bon, ça quand même pas, c'est pas sans rapport avec la question du déni, mais ça arrive surtout sur l'apartheid en Afrique du Sud et la commission de réconciliation, sur la mémoire de la Shoah en Europe. On n'en parle pas, et puis tout à coup, on en parle, mais il y en a toujours pour dire, ah mais non, mais on en a trop parlé. Et il y en a marre, et donc comment faire face à ça, mais pas seulement comment produire un travail dans ce contexte-là, mais aussi comment comprendre ça. Et du coup, je vais encore faire mon érudite et je vais avoir recours à un penseur, moi, qui m'a beaucoup éclairé là-dessus. C'est Walter Benjamin, qui s'est suicidé justement à la frontière espagnole, qui lui n'est pas passé, mais il est passé de... Oh oui, ouais. Et qui, à un moment, parle de... Je crois que c'est dans son texte c'est dans un de ses textes sur l'histoire, je crois. Mais en tout cas, il parle du secret. Et il dit qu'il ne s'agit pas d'exposer le secret, d'une exposition du secret qui le détruit,
Mais il s'agit de le révéler en rendant justice à sa texture. Et là, je le cite de mémoire et pas textuellement. Mais donc, qu'est-ce qui est important à un moment ? C'est comme la lumière trop crue de tes premiers miradors, enfin à la frontière, c'est que quand on expose le secret, on le détruit. C'est comme une fleur très ancienne ou un objet très ancien qui va se détruire à la lumière. Et donc, comment est-ce qu'on peut rendre justice à sa texture de secret ? Et finalement, ça revient à travailler sur le silence et sur le secret.